Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on discute, on réfléchit et on argumente sur l'actualité de la semaine. Avec moi cette semaine, il n'a pas froid aux yeux. Non. Je parle ici de Jean-René Boutin qui vient affronter l'actualité avec moi. Ça va bien, Jean-René? Oui, ça va bien, toi, Pierre? Oui. Prêt pour une heure d'actualité? Prêt? Oui, on a notre café. On est prêt. On est prêt. On va commencer par parler de récupération. Là, vous me dites, ouais, mais c'est pas dans l'actualité. La récupération devrait être toujours dans l'actualité. Oui. C'est un point que tu voulais apporter, Jean-René. Pourquoi tu voulais nous parler de récupération? Ben, c'est que j'ai l'impression qu'une fois qu'on met un élément dans le bac bleu, après ça, on oublie tout ce qui se passe. Mais en arrière de ça, il y a les centres de tri. Et la situation des 30 centres de tri au Québec, on a vu cet été, entre autres, à l'Estrie, dans la région de l'Estrie et ailleurs aussi, on a des problèmes sérieux au niveau des centres de tri. On n'est pas capable de faire face à l'afflux de matière. Donc, c'est une bonne chose que les gens aient pris l'habitude d'utiliser du recyclage. Ils l'utilisent abondamment, mais on n'est pas capable... Ça a l'air qu'on est un des peuples qui recycle les plus au monde, mais ça veut aussi dire qu'on est un des peuples qui consomme le plus au monde. Oui. Et d'ailleurs, au niveau de la production de déchets, les Canadiens devançaient même les Américains. Il y a quelques années, dans un sondage, on produisait donc plus de déchets par personne par année qu'un Américain. Okay. C'est pas quelque chose de flatteur. Non, puis tu sais, c'est toujours ce rapport-là. La récupération, c'est bon, mais consommer moins, c'est encore mieux. Surtout, quoi consommer? Tu sais, on parle beaucoup de zéro déchet. D'ailleurs, aujourd'hui même, il y a un texte de loi qui est proposé à l'Union européenne pour bannir une dizaine de produits du plastique à usage unique. On vise les pailles, on vise les gobelets, tout ce qui se jette, qui se retrouve entre autres dans l'océan et dans les cours d'eau. Ça prend un certain courage politique pour établir ces réglementations-là, parce que les choix individuels ont un impact, mais sans une action concertée. On a de la difficulté à atteindre vraiment des cibles qui sont... c'est comme les sacs de plastique à l'épicerie, tu sais. Oui. Là, j'ai oublié mon sac. Mais on a toujours l'excuse. Mais la journée où il n'y en aura plus du tout, tu vas être obligé d'apporter tes 200 articles d'épicerie dans tes bras comme ça parce qu'il n'y a pas de sac. Tu ne l'oublieras plus. Là. Mon ami appelle ça l'effet pansement. Si on tire rapidement sur un pansement, ça fait mal sur le coup, mais après ça, c'est fait. Tandis que si on essaie de faire petit peu par petit peu, c'est là qu'on souffre davantage. Donc peut-être si on avait peut-être un peu plus de courage politique du côté de nos décideurs pour établir des réglementations qui sont peut-être plus restrictives, mais qui après donnent vraiment un impact. Mais il faudrait d'abord être capable pas de dealer, là, mais de faire face à l'afflux de matières recyclables qui ne sont pas toujours recyclées. Puisque ce qui arrive dans un centre de tri, ça ne veut pas dire que ça va finir en petits stylos recyclables à partir de fibres de matières recyclées ou en un autre produit. Parfois, on est obligé de brûler du carton, on est obligé de vendre à d'autres pays, donc ça sort. La matière sort, on n'en profite plus ici. C'est un autre pays qui va profiter de ces ressources-là. Bien, je sais, entre autres, les petites barquettes de styromousse qu'il y a beaucoup dans les épiceries, entre autres. Dire que c'est recyclable, oui, techniquement, mais il faut que tu puisses le recycler. Je sais qu'à l'époque, dans la région, ça ne se recyclait pas. Maintenant, oui. On a fait beaucoup de progrès. Ben oui, c'est ça. Entre autres, je me souviens, quand c'est arrivé, j'étais près d'une dizaine d'années environ, et c'est un petit bac bleu. Sûrement plusieurs vont se souvenir du petit bac bleu. Oui, c'est ça. Il n'était pas plus profond que ça à peu près. Et chez moi, il sert plus à entreposer quelques bio de bois que je souhaite conserver plutôt qu'au recyclage. Donc, ça a fait place au roulis-bac de plus en plus gros. Oui, puis ça diminue les déchets qu'on met dans la poubelle. Puis en plus, quand tu compostes, parce que là, ça s'en vient, l'obligation va être là, tu t'aperçois que les déchets, c'est ce qu'on jette le moins, en fait. Mais on parlait, les barquettes ne se recyclent pas encore, donc il y a des progrès à faire au niveau de ce qu'on traite, de ce qu'on est capable de traiter dans les matières qu'on recycle déjà. Et il y a aussi l'accès au recyclage qu'il ne faut pas oublier, qui est encore un enjeu, même parfois aujourd'hui. Peut-être pas nécessairement au Québec, mais dans d'autres provinces canadiennes. J'ai été, en 2010, j'ai visité la province de Terre-Neuve et Labrador, et à Saint John's, qui est la capitale de la province, il n'y a pas le recyclage des conserves, des boîtes de conserve métalliques. On n'a pas les installations pour ce faire. On s'entend que c'est une île, c'est plus difficile un peu des fois d'avoir les installations. Ça ressemble à une excuse si on veut, là. Mais c'est pas une province qui est dans les plus riches non plus. Peut-être que les installations au niveau des budgets publics, ce serait difficile encore là, on parle de choix politiques. Il faudrait que ça sorte par bateau. Donc là, on fait encore plus d'émissions de carbone pour faire du recyclage. Donc il y a toute cette question-là aussi. C'est une question qui est assez complexe. Oui, bien profitez parce que, entre autres, je sais qu'au Saguenay, il y a
une épicerie au Carré-Davis, zéro déchet, donc tu amènes tes contenants. Il y a un boucher à Alma qui a commencé à permettre à ses consommateurs d'amener des plats où ils vont pouvoir mettre la viande directement. Ça s'en vient de plus en plus. Ça arrive des grands centres comme souvent. Parfois, il y a des mouvements qui vont partir de plus petits milieux, mais souvent, on voit que les grandes tendances déboulent des grands centres urbains vers les Oui, puis on les a aussi des programmes comme Nourrir où tu fais des commandes de groupes, de grosses quantités, tu sais, pour les choses que tu passes beaucoup, là, la farine, le sucre, bon, oui, peu quand importe, on applique un raisonnement sur la vie quotidienne et qu'on est capable de voir des motifs dedans, on est capable d'avoir une action qui est plus efficace quand même. Puis pour parler toujours de récupération, puis t'amener sur un sujet qui est vraiment, on en a parlé cette semaine, les Saturndra qui vont recycler le CO2 de l'usine de... J'ai fait de la suppléance cette semaine et j'en ai parlé à mes élèves. C'est-tu pas beau un peu? Et ça me rappelle ce que Jean-Sébastien Trudel écrivait sur la 3e évolution industrielle, qui est de tenir compte des extrants de la production. Et il voit cela comme le seul avenir qui est potable, qui est possible pour l'industrialisation, c'est de faire en sorte qu'on traite des extrants, qu'on les revalorise et des extrants qui sont parfois... ça demande certains investissements de les traiter, de mettre en place. On l'a vu, là, ils les ont fait, mais je veux dire, c'est un avantage. Mais c'est donc intelligent. Ben oui, l'usine va produire moins de CO2, ben, moins de gaz à effet de serre. Et à côté, ben, les Saturndra vont en profiter pour chauffer. On avançait même qu'il y a plus de protéines dans notre évier après avoir fait verser de l'eau qu'on a fait bouillir des œufs qui sortent de la cheminée de PFR grâce à cette installation-là. Ouais, et c'était des propos appuyés de manière à peu près scientifique. C'est là qu'on voit que l'économie verte, c'est rentable, mais il faut que ce virage-là se fasse par tout le monde, en fait. Puis c'est les grandes compagnies transnationales, des fois, que c'est difficile. Les multinationales, là, ils ont de la difficulté. En tout cas, belle initiative au Saturndra. Oui, une belle synergie. Oui, c'est vraiment, vraiment une bonne idée. Parlons maintenant de nouvelles moins cool. Pointe-Langevin, un quartier secteur Vauvert. Là, écoute, c'est le désastre. Là. On cherchait des solutions et là, j'ai l'impression qu'on a abandonné. Les grands vents de la semaine dernière ont complètement... Il y a des grosses parcelles de terre qui sont parties. Il faut se poser la question, là, pas qu'est-ce qu'on peut faire pour régler le problème, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la situation qui est catastrophique. Là, je pense aux gens qui ont des maisons là-bas, des chalets. Pas évident. Non. C'est faire face à l'érosion, c'est faire face à la nature. Et parfois, on entend des discours abusifs qui disent qu'on ne peut rien y faire, c'est la nature, mais dans ce cas-ci, on parle d'érosion naturelle, si je ne me trompe. Donc, c'est difficile de faire face. Je pense qu'il y a peut-être, si on avait agi sur le niveau du lac, mais il y a 50 ans, peut-être que ça... Mais tu sais, avec le 50 ans, on n'était pas aussi informés. Non, hein. Et les informations n'étaient pas aussi faciles. La science n'était pas... on n'avait pas tous les moyens de mesure, ni n'étaient pas accessibles comme ils le sont maintenant, peut-être. À ce moment-là, on a laissé aller quelque chose sans s'en rendre compte, peut-être. Ouais, c'est triste. Je comprends pas qu'est-ce qu'on peut faire rendu là. On ne peut pas reconstruire une dune. Je veux dire, là, j'ai hâte d'entendre, en fait, là, les spécialistes parce que c'est sorti... c'est un peu le même dilemme que les zones inondables. Parfois, c'était pas connu, parfois, ça l'était. Il y a des gens qui ont persisté à habiter. On est en face d'un dilemme. Oui, moi, je pense aux gens de la vallée du Richelieu, entre autres, où ils habitent, tout le monde veut être proche de l'eau. C'est des terres dites inondables. Là, quand il y a des inondations... c'est un sujet sensible parce qu'on parle de l'habitation des gens, mais tout de même, là, on sait que la zone se fait ramasser par l'eau à toutes les années. Donc, puis j'ai hâte de voir sur la Pointe-Langevin, si on avait pu prévoir ou faire des choses, mettons, il y a une dizaine d'années, est-ce que ça aurait réellement eu un changement ou au bout du compte, on l'aurait perdu? Je ne sais pas. Je sais pas. Route Ladoré-Normandin. Tronçon de route qui est emprunté beaucoup. Mais là, il faut la réparer. Et là, on n'a pas d'argent pour ça. On ne trouve pas d'argent pour ça. Changement de gouvernement. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Parce qu'à un moment donné, si on ferme ce tronçon-là, tout le trafic lourd qui passe par là va être obligé de passer par Saint-Félicien. Je suis pas sûr que ça va régler des problèmes. Je comprends pas pourquoi on n'est pas capable Bien, je comprends que ça prend des sous, là, puis tout le monde veut que ça soit fait, mais personne ne veut payer, on dirait. Là. Effectivement, là, on sent que c'est une patate chaude qui se lance même plus, comme tu dis. Là, personne ne se lève vraiment pour ça. C'est assez intriguant. Oui, mais je ne sais pas comment on va pouvoir, parce que c'est...
Bien, pas pour monsieur, madame, tout le monde, mais pour le trafic lourd. Et on sait qu'une route qui supporte un trafic routier... C'est de l'industrie pourtant. Ben il devrait avoir quelqu'un qui se lève peut-être de ce côté-là. Peut-être que ça va passer par de la représentation Oui, mais j'ai l'impression que les industries attendent que ce soit les gouvernements locaux ou... Et vice-versa. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu comme les chemins forestiers. Là. À l'époque, on les construit. À l'époque de Duplessis, on les faisait construire par les compagnies. Aujourd'hui, on leur construit leur chemin. Et sous le gouvernement Charest, c'est ça, on a vu l'inverse. Le plan Nord, effectivement. On n'est plus sous ce gouvernement-là. On verra leur attitude par rapport à ça, mais il faut encore qu'on entende parler. Oui, parce que là, l'hiver approche. Ça veut dire qu'au printemps, ça va être encore désastreux s'il n'y a rien qui est fait maintenant. Hein. Un dossier à suivre. Maintenant, parlant d'un nouveau gouvernement, on sait qu'à la suite de l'élection de la coalition Avenir Québec, l'ancien premier ministre et ex-député du comté Roberval, Philippe Couillard, a démissionné. Il ne voulait plus continuer dans ces heures. On pourra en discuter, mais ce n'est pas de ça qu'on va discuter. C'est que maintenant, personne ne voulait se présenter contre Philippe Couillard, ou très peu de personnes, on dirait, avant les élections. Et là, maintenant que la CAQ a le vent dans les voiles, là, il y a beaucoup de gens qui sortent pour dire « Moi, ça m'intéresse de devenir le candidat de la CAQ dans Roberval. » Est-ce qu'on parle d'opportunisme? Est-ce qu'on parle de vraies valeurs caquistes? On a le droit de se poser les questions. On va y revenir. À date, il y a 4 personnes qui ont démontré de l'intérêt. On va commencer par Bernard Généreux, ancien maire de Saint-Prime, ancien préfet. Merci, Domaine du Roi. Qui était parti dans le coin de Montréal, là, aux alentours, puis qui est revenu à Saint-Prime. Oui, il est revenu cet été d'ailleurs. Ouais. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un opportunisme du moment. Il était déjà installé depuis l'été. Non, mais on peut quand même parler d'un certain opportunisme chez M. Généreux. C'est difficile de ne pas voir, de ne pas flairer la bonne affaire. Là, c'est parce que lui, là, 74 sièges et plus. Oui, mais, 75. Mais c'est surtout son parcours, parce qu'il s'est présenté pour le PQ, il s'est présenté pour la CAQ, il a essayé d'être candidat bloquiste. Là, écoute, on dirait qu'il va être élu à tout prix. Là. Ça donne une allure de penseur giratoire. Parce que le mot girouette a été banni de l'Assemblée nationale, on se rappelle, puisque M. Dumont se faisait traiter souvent de penseur giratoire. Et puis, autre chose, c'est que là, durant la dernière campagne électorale, il a pourfendu les idées de la CAQ de manière assez virulente. Et là, tout à coup, moi, j'aimerais ça être candidat caquiste. Moi, j'ai un peu de misère avec ce genre de personnes-là qui semblent vouloir plus le pouvoir que d'autres choses. Moi, je pense que c'est pas les bonnes raisons pour aller en politique. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que ça prend une vocation, quelque part. La profession publique, toute profession publique demande une vocation et non seulement être motivé par la part d'une victoire facile. Qu'est-ce que tu démontres en t'en allant sur une autoroute vers le pouvoir? C'est juste que tu savais conduire et non vraiment que tu avais vraiment la volonté de te rendre là. Ces gens-là, ça en prend un député de Roberval. Oui. C'est sûr que là, il y a un parti élu. Là, on ne veut pas quelqu'un de parachuté, on veut quelqu'un du milieu quand effectivement. même. Au moins, là, ça sera Parce sans dire que la CAQ va gagner, mais c'est certain que l'appel du pouvoir, c'est toujours fait sentir. Les gens aiment avoir un député qui est au pouvoir. Et là, avec la candidate parachutée qui a obtenu des scores quand même pas décevants. Écoute, quand tu as chez 25 des voix puis tu t'es présenté une fois dans le comté, là... Quelqu'un du comté a toutes les chances. Toutes les chances quand même d'être élu. On parle de Nancy Guillemette, une ancienne conseillère municipale de Roberval. Elle a eu des problèmes à l'époque avec le maire Guy Larouche. Est-ce que ça venait d'elle? C'est Guy Larouche, je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais quelqu'un qui n'a pas osé se présenter, je veux dire, peut-être qu'elle a des valeurs caquistes, mais n'a pas osé se présenter contre M. Couillard. Mario Fortin, maire de Normandin. Monsieur qu'on connaît bien ici, très efficace, très intègre selon moi. Je sais qu'il est en réflexion, qu'il ne dit pas non. Je ne sais pas si... je connais pas ses valeurs politiques. Je ne sais pas s'il était caquiste avant ou s'il y a une certaine dose d'opportunisme. Mais certainement qu'il voit la possibilité de faire du développement régional en devenant député, en fait. Là. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu penses, Mario Fortin? Est-ce que ça ferait un bon candidat? Tu me répètes son pedigree? Oui, c'est le maire de Normandin, en fait. En dehors de ça? En dehors de ça, c'est un monsieur de Normandin qui est impliqué dans la communauté depuis toujours. Que moi, je reçois souvent ici en entrevue. Un monsieur qui a beaucoup de... on peut penser, entre autres, au Sentier de motoneige, là, le lien qu'on a fait dans le Nord. Il est en arrière de ça. Il y a beaucoup de projets. Je trouve que Normandin va bien aussi depuis qu'il est à la mairie. Et on a Guy Larouche. Guy Larouche, ancien maire de Roberval. Oui, tu me parlais de Mario Fortin. Mario Fortin, effectivement, qui semble avoir peut-être le profil un peu
d'un candidat caquiste, il me semble, de ce que je connais de lui. Le maire de Normandin, effectivement, il a fait des bonnes choses à la mairie. Ça me semble être une personne établie dans le milieu. Oui, non, pour ça, moi, je pense qu'il y aurait, en tout cas, le nord du lac. Tout comme l'ancien préfet. Comme l'ancien préfet, M. Généreux. Donc là, on a affaire à des gens qui sortent du milieu municipal, supramunicipal. En tout cas, au moins, on voit que c'est pas des deux de pique. Ouais. C'est des gens qui ont déjà été dans les affaires publiques et non n'importe qui. Donc, un certain opportunisme, oui, mais de la part de gens qui avaient quand même démontré une implication dans le passé. Il y a Guy Larouche qui est un cas particulier, ancien maire de Roberval. On sait qu'il était reconnu ou genre détesté ou aimé là, par certains et par d'autres parce qu'il y avait un style très cavalier. C'était quelqu'un qui n'avait pas la langue dans sa poche. Est-ce qu'il fitterait dans l'équipe caquiste? Je ne le sais pas, s'il serait capable de suivre la ligne de parti. Le maire de Roberval, ça? Oui, l'ancien maire de Roberval. Monsieur Larouche, cependant, par rapport aux autres, on ne peut pas tellement parler d'opportunisme. Lui, il avait envie de se présenter pour la CAQ lors de la dernière élection, mais on sait que pour le profil de sa part aussi. Mais puis on sait que François Legault a choisi ses candidats, donc il ne l'a pas choisi. Là, ce qu'il avait l'air de dire aujourd'hui, c'est que si on l'appelait, il allait se présenter. Je ne sais pas si quelqu'un là-dedans... Là, il essaie de faire gonfler un peu les attentes. Oui, probablement, c'est son genre. Puis là, il faut voir aussi pour les autres partis, parce que ce candidat-là, il n'a pas gagné. Là. Il va quand même y avoir une élection. On sait qu'il y a une bonne base péquiste et libérale aussi dans le comté. Et c'est l'occasion de démontrer que le membership local est vivant et qu'on veut vraiment opposer une opposition politique pour l'élection. Notre comté a eu, ma foi, une espèce de retournement. Autrefois, on aurait presque cru que c'était une citadelle péquiste, pour dire les vraies choses. On a élu beaucoup de députés du Parti québécois. Il y a eu Carl Blackburn dans les années 2000 qui a... Gaston, son père. Tout d'un coup, on aurait dit qu'on ne comprenait pas, mais il y a eu beaucoup de députés. Mais depuis ce temps-là, on vote beaucoup du côté du pouvoir, en général. Oui, c'est ça. On dirait que c'est récent comme tendance. Peut-être que c'est là un effet d'une génération qui a peut-être d'autres valeurs qui se met à être en proportion différente dans la population. Il faudrait consulter des statistiques plus avancées pour parler de manière scientifique de la question. Mais en tout cas, pour l'instant, à moi, ça me semble être un effet de... Pour l'instant, les gens qui sont les électeurs les plus nombreux ont peut-être ça en commun, qui sont peut-être plus portés à voter du bord du pouvoir, selon l'expression consacrée. Oui. Bon. On va voir, parce que dans l'air, pour les autres partis, en ce moment, on n'entend personne. Il n'y a pas de nom il n'y a pas de personne qui se bouscule. Faut voir. Es-tu quelqu'un en forme, toi, Jean-René? On va dire que je suis en forme, mais bon, non, mais tu es un sportif, par jeunesse, j'aimerais pratiquer plus souvent mon sport de prédilection, qui est plus un sport individuel, qui est le vélo de montagne. Et bon, avec la naissance de mon petit, ça a été moins abondant un peu comme pratique ces temps-ci. Mais je suis quelqu'un qui est sensibilisé à l'importance de ça. Et je ne souhaite pas me retrouver d'ici à ce que j'ai plus d'âge un peu avec des problèmes de souffle ou de quoi que ce soit. Donc, je sais que je vais mettre le paquet pour pas rattraper parce que ça ne se rattrape pas vraiment, mais faire en sorte d'établir, de rester en forme. Ma forme. Bien, il y a de quoi qui va venir sur la pointe des pères. On va faire un parcours de mise en forme. Oui, c'est intéressant. Oui, moi, j'ai vu ça un peu partout dans le monde. Une belle occupation des lieux. C'est tellement des beaux endroits, nos parcs qu'on a ici, les grands espaces qu'on a aménagés, qui ont été aménagés parfois dans les années 70 ou plus tard, qui avant c'était complètement désert, mais on en a fait des beaux aménagements pour que la population en dispose. La population en avait une certaine appropriation quand même, mais là, on va plus loin un peu. Oui. Non, mais je trouve ça intéressant parce que moi, j'aime ça marcher. Donc, moi, j'habite dans un rang, je vais marcher dans le rang. Mais des fois, on aimerait ça qu'il y ait des sentiers. Oui, OK. Puis là, si à travers les sentiers, bien, on a un parcours de remise en forme, bien là, c'est intéressant parce que les gens peuvent l'utiliser. En plus d'aller marcher, on peut peut-être pousser plus loin, amener des gens qui ne veulent pas peut-être payer pour un gym, mais être capable de l'utiliser dans les sentiers. Donc, je trouve ça ça fait partie de la beauté de vivre en région, de vivre dans Maria-Chapdelaine d'ailleurs. Et l'enjeu sera, peut-être aussi, il faudra y penser sérieusement, de ne pas détériorer les lieux. Là, activité de groupe, dit possibilité d'un impact plus grand. Mais on va faire confiance à ceux qui organisent ça pour que ça soit
dans les règles de l'art. Il faut faire confiance aux gens. Oui. Mais je dis il faut faire confiance. On aimerait pouvoir faire totale confiance. Ouais, mais toujours dans une optique de j'aimerais qu'on puisse faire totale confiance aux gens, mais je ne fais pas confiance systématiquement à tout le monde. Je préfère soulever la question plutôt que de faire confiance. Je préfère remettre de l'avant et demander ma confiance. Est-ce que je peux avoir confiance? Est-ce que ça sera de qualité? Est-ce que ça ne fera pas un impact dégradant sur le milieu? C'est important parce que nos beaux habitats, il faut les conserver comme ils sont. On a tellement de richesse au niveau naturel dans nos parcs. Il faut qu'on soit conscient de ça. Et la SGA, d'ailleurs, récemment, faisait des campagnes de publicité sur la baie de Ptarmigan qui était très, très endommagée par on va dire des usagers très négligents, volontairement destructeurs même. Et là, on a fait une corvée de ramassage, mais les dommages sont loin de pouvoir être réparés complètement. Et on parle de milieux humides. Et les milieux humides sont un filtre important des eaux, des milieux, et c'est plein de vie. Donc, ça prend cette conscience-là, ça la prend de plus en plus. Et oui, ça va vouloir dire que parfois le développement va être sacrifié, mais peut-être pas complètement. Dans certains cas, on devra sacrifier certains types de développement qui sont d'instructeurs. Mais c'est correct, on est rendu là. Je pense que l'économie verte, il faut qu'elle soit mise de l'avant parce que ça fonctionne. Parler aux gens, aux industries qui ont pris le tournant, c'est rentable aujourd'hui, surtout avec, comme on en a parlé tantôt, mais la bourse du carbone, entre autres, il y a de l'argent à faire. OK. Hey, on va revenir au monde politique parce que j'ai quelque chose que j'aurais dû parler immédiatement, mais je ne sais pas si tu as vu le rapport de Récif 02, qui ont fait une étude, vraiment une grosse étude exhaustive là, sur les femmes en politique. On sait que... Est-ce que c'est par rapport au suffrage universel des préfets? Bien, entre autres, là, en fait, c'est parce que suite à la nomination du cabinet de François Legault, on a vu que M. Trudeau avait fait la même chose il y a quelques années, d'avoir un cabinet paritaire. On voit qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a jamais eu autant de députés femmes. Ça, c'est chouette, c'est tout thumbs up, là. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Cependant, cette étude-là nous montre qu'au niveau municipal, il y a encore énormément d'efforts à faire. On sait qu'il y a entre autres des préfets, il y en a qui sont élus, comme ici, M. Luc Simard, il est élu. Il n'y a pas beaucoup de... Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a seulement 5 dans MRC avec des préfets élus. Donc, tous les autres sont nommés. Et on voit qu'à travers les nominations, à plus de 80% du temps, ce sont des hommes qui sont nommés, même s'il y a des mairesses quand même à plus de... Oui, j'ai entendu ça à la radio. Mais il reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On a de plus en plus de candidates qui deviennent conseillères municipales, mais accès au poste de pouvoir comme maire-préfet, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais tranquillement mais sûrement. Mais c'est un rapport vraiment intéressant qui est pertinent celles qui sont élues, en 2018. Les dames qui sont élues sont beaucoup plus nombreuses en proportion que quand c'est nommé. Là. Oui. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont élues que de femmes qui sont nommées. C'est important. Je me souviens de la proportion. Je me souviens pas des proportions exactes là, au niveau de celles qui sont élues, mais c'était pas mal plus encourageant que 20 Oui, c'est ça. Fait que ça aussi, c'est bien intéressant. Revenons dans la région. Connais-tu Valérie Lévesque? Valérie Lévesque, oui, cette jeune femme de l'abbé. Femme de l'abbé qui a été nommée influenceuse de l'année par ses pairs, un prix remis par ses pairs. Félicitations. Oui. C'est quelqu'un en plus qui se spécialise dans la culture asiatique, là, coréenne, entre autres. Oui, et japonaise aussi. Donc, dans l'art du bento aussi, le bento étant un petit plat de lunch qui est joliment disposé, parfois avec des petits animaux, des ornementations créées avec la nourriture, donc des petites saucisses qu'on travaille pour ressembler à une petite pieuvre, toutes sortes de choses amusantes comme ça. Et les Japonais sont passés maîtres dans cet art, pas tous les Japonais du moins, mais c'est quelque chose qui est assez répandu sur l'archipel. Et on voit ça pour agrémenter les journées au travail. Donc, on amène notre lunch qui est tout amusant. Et Valérie s'en est fait une spécialité. D'ailleurs, ma femme a reçu un de ses livres à son anniversaire tout récemment. Et c'est bien fait, c'est de qualité et c'est un intérêt de niche qui ressort. Et ça me fait plaisir à voir, qu'on sort un peu là, grâce à peut-être à la plus grande facilité d'accéder aux médias aujourd'hui avec les médias sociaux et autres moyens de communication. Mais elle en est la preuve, Mme Lévesque, parce que, écoute, elle est à l'abbé, elle nous parle de culture japonaise, coréenne, et elle devient influenceuse de l'année au Québec. Wow! Vraiment, oui.
Ça, on sent que ça n'a pas été... Il n'y a pas personne qui a mis de l'argent pour dire on va mettre une nouvelle tendance, on va faire ça, on va installer ça, on va pousser ça. Non, c'est elle qui l'a poussé parce qu'elle avait son intérêt, ça venait d'elle-même. Ce n'est pas un opportunisme ou une volonté là, nécessairement là, strictement commerciale, mais c'est un intérêt de niche qui ressort, comme je le mentionnais. Et ça me fait plaisir à voir parce qu'on sort du... faire un bel anglicisme, non, mais on sort du mainstream. Ça, c'est bon, que les médias nous apportent des choses qui sont de la diversité et qu'on n'ait pas une seule pensée monolithique en public, que les gens soient conscients de la différence, qu'ils soient conscients des choses qui sont plus de niche, qui sont celles... Mais on a souvent parlé aussi d'intimidation. Ouais. L'intimidation est vécue par des gens qui sont différents, qui sont perçus comme étant différents, qui ne sont pas dans le mainstream. Qui ne sont pas dans le paradigme. Ouais, on valorise pas beaucoup la différence. Tandis que là, on a une plus grande capacité de se faire valoir et là, on voit que ces intérêts-là sont dans les médias. Tout ça, d'un coup, c'est intéressant, ça a du bon sens. Pourquoi pas? Alors qu'auparavant, peut-être qu'on aurait eu tendance à stigmatiser la différence. Oui. Non, alors moi, bravo. Bravo. On a des gens de qualité dans la région. Je veux dire, on a aussi un gros bravo à Nicolas Lévesque, petit gars de Robertval, photographe et cinéaste de talent, qui vient de sortir son documentaire sur les chasseurs de phoques. Pour le connaître personnellement, ça fait des années qu'il travaille là-dessus. Je n'ai pas encore vu le documentaire, mais je vais lui dire bravo d'être arrivé au bout. Les images ont l'air époustouflantes, puis je suis certain que c'est un documentaire qui va voyager. J'espère autant que quand il avait fait son documentaire sur les armes à feu aux États-Unis, In Gun We Trust, qui avait vraiment bien fonctionné. J'espère qu'avec ce film-là, ça va vraiment bien marcher, parce qu'il démystifie aussi la chasse aux phoques. L'image qu'on en a, c'est beaucoup les massacres de Blanchon, là, mais il y a toute une industrie. Ça, c'est les stars hollywoodiennes qui en ont fait c'est ça, genre d'approche-là. Ça reste que, quand tu parles à des gens, l'image qu'on a, c'est souvent ça, mais la réalité est très différente. Oui. Puis il a voulu démystifier ça, et je pense je suis certain qu'il va réussir. C'est un gars de talent, c'est un gars de chez nous. Donc, à voir. Du moins, je vais le voir. Là, je vous en parlais quand je l'ai vu. Je l'ai pas encore vu. C'est la vision des habitants des lieux où se pratique la chasse. Donc là, on est vraiment pertinent. Ouais. On va chercher au cœur du sujet. Ouais, génial. On va maintenant parler de Ville-Saguenay. Ville-Saguenay s'est trouvé un déficit de 7,5 millions. Là, ils ne rentrent pas dans leur argent. Là, ils nous expliquent qu'il y a plein de raisons. Là, il y a des dépassements de coûts. Il y a aussi les fonds de pension qui avaient été pelletés pour les générations futures par l'administration Tremblay. Ça n'explique pas tout, mais ça n'explique au moins le tiers. C'est sûr qu'on va essayer d'entendre de pelleter dans la cour d'administration précédente, de dire « Ah, c'est eux qui ont fait ça. » C'est eux, mais c'est vrai. Mais oui, il y a des choses qui sont faites, qui ont réellement causé. Il y a des choses qui sont faites. Ça a permis d'ailleurs à Jean Tremblay de jamais augmenter les taxes. Là, on a eu une grosse hausse de taxes à Saguenay de 4 % l'an passé. Et là, on parle d'encore une hausse cette année qui va être significative parce que maintenant, ils ont dit que toutes les options étaient sur la table, sauf diminuer les services. Donc, si tu ne diminues pas les services, tu ne diminues pas les coûts. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui va payer plus cher. Et l'affaire la plus simple, c'est souvent de monter les taxes municipales. Là, les gens, je peux comprendre. Après des années où Jean Tremblay, plutôt conservateur, a dit que Saguenay était la ville la moins taxée, tout ça, ça fait tout qu'un clash. Ça fait tout qu'un clash. Mais est-ce que j'aimerais analyser, mais on ne peut pas le faire encore tout de suite. Je pense que dans quelques années, on va pouvoir faire, c'est comparer les services aussi. Hein? Ouais. Parce que quand on investit de l'argent, techniquement, il y a plus de services. Il y a eu beaucoup d'investissements à Saguenay sous l'administration Tremblay, que je ne veux pas casser du sucre sur son dos inutilement, mais qui ont été faits dans une optique de mettre Saguenay un peu sur la carte, beaucoup de choses, d'éclat. Mais qui ont marché, entre autres les bateaux de croisière. Oui. Moi, je vais le dire, moi, je n'y croyais pas du tout. Et force est de constater qu'il y a de l'achalandage. Oui. Ça amène... je ne parle pas du côté environnemental parce que ça, c'est clairement négatif. Mais le côté authentique de Saguenay, est-ce qu'il a vraiment été mis de l'avant ou est-ce qu'à la place, on a fait place à plus une culture du spectacle, de l'uniformisation, des styles? Il me semble que quand on débarque à la baie, ce n'est pas très saguenéen. Ce qu'on voit, c'est plutôt international, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais pendant ce temps-là, le boulevard Talbot faisait encore pitié au niveau des nids de poules. Et il n'y a toujours pas de trottoir potable ou de feu pour traverser. J'ai été étudiant pendant 4 ans et demi à l'UQAC et c'est pas une ville qui se marche. Il y a un retard à ce niveau-là. Avec les côtes en plus. Oui, en plus, ça aide pas. Mais les côtes, toutes choses étant égales par ailleurs, c'est quand même une ville qui n'est pas très piéton-friendly. Oui, piéton-friendly, j'aime ça. Autre chose que je voulais parler pour le budget, c'est 2 affaires.
où on peut se poser des questions. Un, il y a quand même eu une hausse des salaires des conseillers. Bon, ça vaut pas, là, c'est pas à cause de ça qu'il y a un déficit. Ben non, mais il faut quand même le calculer là-dedans. Et il y a aussi beaucoup de... On a voulu marquer le coup quand on est arrivé, quand l'administration de José Néron est arrivée. Donc, on a voulu changer beaucoup de choses. Mais quand on change, on sait qu'il y a eu les bris de contrat avec Ghislain Harvey, avec l'avocat, etc. Donc ça coûte des sous aussi. Ouais. J'ai hâte de voir les solutions, mais j'ai hâte de voir d'où vient aussi tout. En même temps, José Néron et son équipe avaient été des années durant des fervents opposants des politiques de l'administration Tremblay. Si, en arrivant au pouvoir, tout d'un coup, tout retombait mou et on n'essayait plus de faire des changements, ils ne pouvaient pas se permettre de ne pas essayer moi, je leur reproche pas ça, mais il y a une incidence budgétaire claire. Forcément. Et là, on a affaire carrément à une séparation entre la gauche puis la droite. Et là, on a connu le changement. Et pas seulement à Saguenay, on le voit à différentes scènes aussi. Là, tout d'un coup, on se retrouve un petit peu avec un lendemain de veille de gauche, peut-être, avec, si on veut, maintenir tous les services. Et bon, on n'a pas le choix de monter les taxes, c'est ça. Là, donc. Ouais. Et avant d'aller à la pause, je veux donner un autre bravo parce qu'on parlait tantôt d'activité physique, mais bien se nourrir aussi, oui. C'est une manière. Puis une des choses qu'il faut faire, et là, tous les nutritionnistes vont le dire, il n'y a pas juste de faire du sport, mais bien manger, ça veut dire, la première chose, c'est manger moins d'aliments transformés, donc de cuisiner davantage. Et je dois saluer une initiative qui existe depuis quelques années, mais qui a pris une envergure extraordinaire au Cégep de Jonquière. C'est les cuisines collectives. Les étudiants se rassemblent, cuisinent ensemble. À la fin de la journée, tout le monde part avec de la bouffe pour la semaine. Peut-être pas pour toute la semaine, mais avec de la nourriture qu'ils vont pouvoir utiliser, qu'ils ont cuisiné. Donc, ça leur apprend à cuisiner, à se débrouiller. Puis en plus, ils mangent mieux. C'est le bon public. Les jeunes sont vulnérables. Ils sortent de chez leurs parents ou plus ou moins pour certains, mais avaient les choses toutes prêtes pour eux. Peut-être certains avaient été plus impliqués dans la cuisine, mais c'est une clientèle qui est vulnérable parce qu'ils sont jeunes et ils commencent tout juste. Et là, ben, ça leur permet de développer très tôt des aptitudes à la cuisine. Oui, moi, je donne des cours d'ailleurs là, avec des jeunes qui sont en ATM, donc qui viennent en général de l'extérieur de la région. Et la majeure partie d'eux me disent quelque chose que je veux améliorer dans ma vie, c'est apprendre à cuisiner parce que là, j'en peux plus en résidence de manger. Non, puis les aliments transformés, on ne dira jamais assez. Les taux de sodium, les taux de gras sont des fois effarants. Ouais. Donc, il y a tout avantage à cuisiner soi-même. Là-dessus, on passe à une petite pause et on vous revient immédiatement avec la suite de notre analyse de l'actualité où on va tomber au niveau national et international. À tout de suite. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Et on est de retour avec la suite de l'actualité, votre émission. Oui, Qu'en pensez-vous? Et mon analyste Jean-René Boutin. Encore bonjour. Encore bonjour, Pierre. Bon, actualité nationale, on ne peut pas passer à côté de deux dossiers importants. Premièrement, le nouveau Conseil des ministres du gouvernement de la Coalition Avenir Beaucoup Québec. de nouveaux visages. Ben oui, ils n'ont pas le choix. Là, écoute, la majorité des gens n'avaient jamais été députés. Puis je pense qu'il y a 2 personnes qui ont déjà été ministres.
un sous les péquistes et l'autre chez les libéraux. Donc, on parle de Marguerite Blais et de François Legault. Donc, c'est nouveau pour beaucoup de monde. Il y a beaucoup d'apprentissage. Assermentation aussi des gens. J'ai quand même apprécié le discours de M. Legault qui se voulait rassembleur et de dire qu'on gouverne pour tout le monde. Ça, j'ai apprécié ça. Mais on a maintenant le dévoilement du cabinet des ministres, sans nommer tout le monde. Et on en a une dans la région. Bien, c'est ça qui est important. Mme Laforêt dans la région 1. Ministre dans la région, c'est toujours chouette. Mais en plus, on parlait de Josée Néron tantôt, elle doit être heureuse parce qu'on a le ministère des Affaires municipales dans notre cour. Oui. C'est assez génial, ça. Quelle incidence ça peut avoir dans la région d'avoir une ministre comme Mme Laforêt? Bien, c'est toujours plus de crédibilité pour le sentiment que le parti s'occupe du milieu. Oui, puis il avait dit aussi que les régions, on devait redonner du pouvoir aux régions. Là-dessus, il n'y a pas menti. Les ministres des Affaires municipales, ça me semble pertinent, puisque les municipalités en région ont un grand impact sur la vie du milieu, la vie des citoyens. Fait qu'on sent que les projets vont pouvoir avoir un accès direct. En tout cas, les projets du Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ben là, on ne va pas penser qu'on va passer avant les autres, mais le gouvernement du Québec va se rapprocher de ces municipalités. Oui, bien de ces régions. De régions, je vous l'ai dit. Mais c'est certain, parce que quand tu regardes la carte électorale, je veux dire, le Québec est bleu CAQ en général. C'est à Montréal que la majorité des solidaires et des libéraux sont. Donc, ils ont tout avantage. Ben oui, parce que sans faire d'analogie idéologique, on sent un peu comme à l'époque de Duplessis, où Duplessis était beaucoup élu davantage dans les régions qu'en ville. Mais là, on ne parle pas de la même idéologie, là, ou du moins différente. On est rendu au 21e siècle quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que cette réalité-là des régions, je pense qu'il a compris beaucoup de députés venant des régions. Donc, Mme Laforêt, ministre, on l'a dit, des Affaires municipales. On a, dans les ministères importants, Geneviève Guilbeault, qui est vice-première ministre, et va s'occuper aussi de la sécurité publique, quand même un ministère important. Mais on le savait, c'était son bras droit, c'est quelqu'un sur qui M. Legault comptait énormément. T'en penses quoi? J'en pense que c'est une bonne chose si ses bras droits sont à des postes importants. Bravo pour ton commentaire. Jean-François Roberge, un ancien enseignant qui est rendu ministre de l'Éducation. Lui, il va avoir à piloter des gros dossiers. Hein, certainement. D'ailleurs, la vision des caquistes dans l'éducation n'a pas manqué de faire frissonner certains. Ben oui, là, on parle de... Un enseignant, là, à ce moment-là, je pense que c'était difficile de faire autrement que d'aller chercher quelqu'un qui est en faveur de ces projets dans l'éducation, mais qui fait partie du milieu. Parce qu'on avait l'impression que c'était complètement déconnecté. Oui, c'est ça. Mais là, tu sais, parce qu'on parle d'entendre le 4 ans, on parle d'augmenter les salaires des enseignants au départ. On parle des commissions scolaires, là, c'est pas encore clair ce qu'on va faire avec ça. On parle des taxes scolaires aussi. Donc, il y a beaucoup d'enjeux liés à l'éducation. J'ai hâte de voir préciser qu'est-ce qui va advenir de son opinion assez controversée sur les commissions scolaires. Ouais. Danielle McCann, ministre de la Santé, ben, je pense que ce n'est pas une surprise, hein, là, avec les dossiers qu'elle a dû gérer comme ancienne administratrice, entre autres, dans le réseau de la santé à Montréal. Le trio économique, dont Pierre Fitzgibbon, Éric Girard, Christian Dubé, un à l'économie, l'autre aux finances, et Christian Dubé, président du Conseil du Trésor. Des gros souliers quand même à chausser. Bon, c'est pas des idiots, là, dans le sens qu'ils ont été au Banque nationale, ils ont eu des affaires, mais ça reste que gérer l'argent, on ne gère pas dans le privé comme on gère dans le public. Non. Et là, on a affaire à un gouvernement que Radio-Canada faisait qualifier de gouvernement des entrepreneurs. Et effectivement, là, il y a une culture qui ces gens-là souhaitent amener, qui est à certains égards incompatible avec la chose publique. À d'autres, peut-être que ça va pouvoir amener un petit vent de fraîcheur, mais ça reste à voir là, dans quelle mesure est-ce que ça peut faire des conséquences. Oui, mais j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner. Parce qu'on se rappelle du trio économique de M. Couillard. Avec on voit ce que ça a donné. Lyon et c'est ça. qui avait été envoyé pour japper après les... je viens de changer d'animal. C'est correct. Animal, mais il avait été envoyé japper après les syndicats de l'enseignement. Donc, tu disais des grosses chaussures à chausser. On va voir peut-être un changement d'attitude à ce niveau-là. Quel genre d'approche qu'on va avoir? Parce que là, le ministre du Trésor, Coiteux, était très, très ferme, était très il n'y a pas le choix, parce que c'est lui qui gère les cordons de la bourse. Fait que tu n'as pas le choix d'être capable de... Mais dans son attitude publique, il ne dégageait pas une écoute merveilleuse. Beaucoup de bonheur. Non, pas beaucoup de bonheur, non, on va le dire. On a Marguerite Blais, la transfuge libérale, qui retrouve son poste de ministre des Aînés. Mais je pense que ça y tenait beaucoup à cœur. Sonia Lebel, sans surprise, à la justice.
Un autre qui aura des dossiers assez hallucinants à gérer, Simon Jolin Barrette, qui semble être prêt à faire face à la musique. Parce qu'il va être, entre autres, à l'immigration. Puis on sait que l'enjeu de l'immigration, pour la CAQ, c'est important. Ils ont fait des promesses, on parle des signes religieux, on parle des seuils d'immigration. C'est des dossiers qui vont être chauds et qui vont être très, très sensibles, on le sent, auprès des Québécois. Comment tu penses qu'il va réussir à naviguer là-dedans? Est-ce qu'on pense qu'on va appliquer le plan caquiste à la base ou qu'il y aura des compromis au bout du compte? Bien, c'est certain que là, on est en tout début là, de gouvernement. Les compromis, on va peut-être essayer de ne pas vouloir en faire. D'habitude, au début d'un mandat, c'est... Ouais, des fois, il y en arrive qui sont secs pas mal sur l'application. Ouais. Mais sauf qu'on a vu que le gouvernement Couillard avait appliqué ça. 2 ans d'austérité, 2 ans de cadeaux, mais ça n'a pas marché. Je pense que les gens ont vu le motif. Oui, je pense que... S'ils se rembarquent là-dedans, ça semble être pas une faute, non, mais en tout cas, les gens vont venir voir ça et ça sera peut-être pas bon pour leur... ça va peut-être décevoir certains là, qui s'attendaient peut-être à un changement. Et là, on retomberait dans les bonnes vieilles mauvaises habitudes qu'on a vues des gouvernements précédents. Donc, on va donner une chance aux coureurs. Là. Je ne les nomme pas tous, mais... on va leur souhaiter bon succès parce que c'est... Oui, non, mais c'est... Parce qu'on veut du succès. On veut du succès, mais je ne veux pas dire bonne chance parce que pour moi, c'est pas de la chance. Je pense que plus les gens vont travailler et vont connaître leur dossier, plus ils vont être en mesure de faire avancer le Québec selon leur idéologie. On n'a pas à la partager. Là, on peut être en désaccord, mais reconnaître que les gens travaillent en fonction de... Oui, c'est la démocratie. C'est sain, en fait. Je dis, des fois, les Québécois, on a peur, on ne veut pas débattre parce qu'on dit que je chicane. Mais c'est sain, le débat. C'est pas grave d'être en désaccord avec quelqu'un. C'est qu'on veut apporter notre 2 cents aussi. C'est correct. Ouais. C'est que des fois, ça vire facilement et rapidement à l'insulte. Ouais. Et là, on n'est plus dans les idées. On a peut-être une petite réflexion à se faire en tant que Québécois. Surtout avec un nouveau parti qui arrive au pouvoir comme ça, qui veut trancher avec toutes les habitudes. Peut-être que ça serait bon de se regarder et de dire débattons, mais débattons sainement. Puis arrêtons de faire comme dans le vieux temps où on s'ostinait entre les bleus et les rouges. Puis, Là, on va donner la chance aux coureurs. Ouais. On va regarder. Moi, je le donne 6 mois avant de chialer pour voir. Non, mais c'est parce qu'à quelque part, il arrive, la plupart ne connaissent rien. Ça ne sera pas facile. Puis moi, le délai de grâce de Pierre. Oui, mais c'est ça, être pour la démocratie, c'est là, même si je ne suis pas nécessairement caquiste, ils ont été élus démocratiquement, je dois respecter ça. Puis avant on va leur donner le temps de voir ce qu'ils vont faire. J'aime cette attitude-là. Parce qu'il y a beaucoup de promesses qui sont faites qui se traduisent, je veux dire, souvent en peu de choses. J'ai souvent été aussi ce genre d'avocat du diable de dire donnons-leur leur chance. Je pense que ça paraît d'ailleurs dans nos émissions là, jusqu'ici. J'ai pas envie d'être tranché nécessairement. Pas tout de suite. Il y en a que certains, là, je pense à une certaine campagne américaine, un président américain, où il a donné sa chance, mais moins longtemps que les autres. Oui, lui, ça n'a pas été long que la chance est partie en fumée. Bon, je vous en avais parlé la semaine dernière et j'ai eu raison. La légalisation du cannabis, c'est pas mal comme le bug de l'an 2000. La Terre va pas arrêter. Non, mais c'est parce que tout le monde parlait de ça comme ça allait être la catastrophe. Là. Après une semaine, là, il y a eu une grosse journée, la première journée, le monde voulait voir ça, capotait. Le monde était fier de vouloir dire. Les transactions en ligne étaient au nombre de 30 000 la première journée. On a 12 500 transactions en boutique, 30 000 en ligne. Oui, bon, c'est ça. Puis maintenant, je pense que les gens veulent encore se cacher parce qu'on pense encore que c'est illégal ou que c'est mal vu. C'est possiblement mal vu autant que la cigarette ou l'alcool pour certains. Et on sait que c'est de la drogue. Et même si la caféine et la cigarette et l'alcool en sont, le cannabis, la vision de c'est de la drogue, c'est pas bon. Encore bien plus que les autres substances. Non, mais on a tous nos préjugés. Moi, c'est les gars qui ont des gros muscles. Excusez. Mais tout ça, on a nos préjugés. Peu importe, là, la légalisation, elle est faite. Pour des bonnes et mauvaises raisons, ça vous appartient de décider si c'était correct ou pas. Maintenant, c'est fait. On ne retourne pas en arrière, c'est là. Mais là, la Terre n'a pas tremblé, la vie continue. Les gens qui prenaient du cannabis avant continuent d'en prendre. Je ne suis pas sûr qu'à gauche, ceux qui n'en prenaient pas se sont mis à en prendre depuis une semaine. Non, je ne croirais pas non plus. Fait que j'ai hâte de voir au bout d'un an. Ce n'est pas nouveau dans nos sociétés. Non, donc, ce n'est pas un effet de nouveauté. On a de 30% de la population qui dit consommer du cannabis avant. Moi, je m'attends à ce qu'on soit à 30% après. Logiquement. Écoute, je veux dire... accès plus facile, nécessairement, quelqu'un qui voudrait mettre les pieds dans le 30 puis le gonfler,
là, peut-être un peu plus, c'est plus sécure pour lui, donc on voit ça que c'est accepté dans la société. Ouais, mais moi, on me l'aura pas là, en me faisant croire que c'est bon pour les enfants. Là. Ouais, mais c'est parce que dans cette logique-là, il faudrait aussi interdire la cigarette, il faudrait bannir le sucre, il faudrait bannir l'alcool, qui est une des drogues les plus nocives et les plus addictives, en fait, qui existent. Et les dommages sont assez, encore plus diffus d'ailleurs. Ben oui, fait que là, on va peser sa pédale doucement. Là. On va laisser le temps aux choses de se faire, puis on va voir ce que ça va donner. C'est ça. Post Canada, en parlant de livraison de cannabis à domicile. Oui, l'un est lié à l'autre. L'un est lié à l'autre. Donc, Post Canada a commencé une série de grèves tournantes. C'était dans les Maritimes hier. Aujourd'hui ou demain, ça va être la région de Toronto. Là, je vous rappelle qu'on n'est pas en direct. Là, donc, quand vous écoutez l'émission, c'est la semaine dernière, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on demande? Ben, les conditions de travail, beaucoup. Les salaires, certainement. Les conditions de travail, parce qu'on dit que le travail a changé. Entre autres avec les Amazon, les SQDC et autres de ce monde. Beaucoup plus de livraison de colis qu'avant. Beaucoup moins de lettres. Donc, le travail a évolué. Il y a encore moi qui fais de la correspondance papier, là, mais on n'est pas très nombreux. Non, d'ailleurs, on m'a dit que tu étais dans ta correspondance papier, les gens te répondaient, mais tu écrivais des courriels pour te répondre. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé, effectivement. Mais la plupart du temps, les plus dédiés vont répondre papier. Mais ça aussi, c'est un intérêt de niche. D'ailleurs, c'est souvent lié à l'intérêt pour les outils d'écriture, comme les bonnes vieilles plumes, qui sont aujourd'hui beaucoup moins salissantes et que ça peut être intéressant aussi d'utiliser. Mais le domaine des postes, mon Dieu, qui a connu une grande mutation. Puis tu les nommais Amazon, toutes les livraisons des sites d'enchères comme eBay, même des fois les sites chinois comme AliExpress, tout ça, Alibaba, ça a explosé. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans à corps perdu, sans parfois une dimension critique. Donc, ils vont acheter n'importe quoi, même des objets de consommation courante pour faire un petit rabais ci, un petit rabais par là. Peut-être même des fois qu'à la livraison, ça se rattrape. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à vendre, hein, des eBay stores. Là, moi, j'ai un ami dans le coin de Montréal, depuis une vingtaine d'années, il vit de ça. Il fait le tour des marchés aux puces, puis il liste ça sur eBay, et puis il vend. C'est une nouvelle forme d'économie assez proche de monsieur, madame, tout le monde. Et mon Dieu, ça doit encombrer la poste, pas qu'un peu. Donc là, ça a bousculé le mode des postes, des réseaux de postes nationaux. Post Canada ne fait pas très belle figure au niveau international. Je dirais que même certaines boutiques eBay vont mentionner que certains pays dont la livraison est mauvaise, dont le Canada, pourraient voir leur colis arriver plus tard. Donc, c'est pas flatteur, mais on dirait qu'on n'a pas senti venir le numérique, comme dans plusieurs autres domaines. On dirait que ça nous est rentré dedans. L'évolution aussi. Moi, je sais qu'en France, la Poste est aussi une institution bancaire. Donc, on fait le service postal, mais on sert aussi pour le transfert d'argent. Donc, tu peux avoir un compte La Poste, là, compte en banque. USPS aussi aux États-Unis offre des services assez intéressants à ce niveau-là. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a un virage à prendre parce que ça engouffre quand même pas mal d'argent. Il faut que les services soient efficients. On sait tout le drame que ça a fait, le service de poste à domicile, les boîtes postales. Encore là, des ratés, les boîtes postales pas adaptées à nos hivers québécois, entre autres. Là, ça, c'était un peu pathétique. Là. Non, mais tu sais, il me semble que c'est la première affaire que tu penses. Surtout, oui. On paye c'est l'hiver, effectivement. Donc, on va suivre ça. À date, grève tournante, ça va ralentir l'arrivée de votre courrier, mais donc ça ne le bloquera pas pour le moment. On va voir où ça va aller, tout ça. On reste au Canada. Taxe sur le carbone. On sait que la bourse du carbone qui est instaurée par le gouvernement Trudeau, qui n'est pas très populaire pour la droite conservatrice canadienne. Surtout pas. Ni en Ontario, ni ailleurs. Oui, c'est ça. Fait qu'on a vu, c'est surtout la droite, en fait, conservatrice qui dirige certaines provinces qui ont sorti de la bourse du carbone. Bourse du carbone qui s'avère efficace. On le voit en Californie, on le voit au Québec. Il y a je pense, à Gazon-Savard ici, dans la région, qui gagnent, qui retirent de l'argent parce qu'ils ont pris le virage vert. Donc, c'est une manière pour les pollueurs de pouvoir s'affranchir et en étant des bons citoyens, en fait, et pour certains autres de faire de l'argent. Bon, les gens qui ont sorti de tout ça, maintenant, le gouvernement Trudeau, qui était assez baveux quand même, il est allé annoncer ça dans la circonscription de Doug Ford en Ontario. On va parler C'était à peine ciblé. Une taxe sur le carbone, donc dans ces provinces-là qui sont sorties de la bourse du carbone. Et cette taxe-là va servir à refinancer des projets dans la société des provinces, en fait, qui auront payé, en fait, cette taxe-là.
T'en penses quoi de ça? Bien, j'en pense que c'est jamais mauvais de se faire dire peut-être que c'est pas la bonne façon de faire, mais là, de là à ne rien faire. Oui, c'est ça aussi. Le mouvement de la droite de dire « Ouais, mais on n'est pas d'accord avec ça, ça prend l'argent dans les poches des autres », ce qui me rappelle un peu Churchill qui disait que les gauchistes font n'importe quoi avec l'argent des autres. Mais ça va pas loin quand on se rend compte qu'à un moment donné, l'impact de ta décision de te retirer va juste... Mais c'est parce que laisser les choses aller. la crise environnementale, elle est là. C'est du déni. Ceux qui ne croient pas à ça, là, je veux dire, clairement, c'est du déni. Ça fait 30 ans que 99,9 % des scientifiques, là, ceux qui font avancer la science, là, pas Dieu, là, puis, les scientifiques et là, on ne parle pas de que... spécialistes des avalanches, s'il vous plaît, parce qu'il y a eu certains... un article qui a été publié, là, un spécialiste des avalanches qui décide de dire que l'humain n'a aucun rapport avec le changement du climat. Non, c'est n'importe quoi. C'est pas parce que tu es vieux et que tu as une barbe que tu es crédible. Ah, mais ça a été étudié. Je suis certain que ça a été étudié. Voici ce que ça a l'air quelqu'un de crédible. Quelqu'un qui est vieux, qui a une barbe, qui ressemble à Uber Eats, mais qui dit le contraire. Ben oui. Bon, voilà. Ouais. Je trouvais qu'il ressemblait plus à David Suzuki, mais je l'ai vu. Mais je l'ai le vu, japonais ça. en moins, là. Oui, mais c'est complètement absurde. Je veux dire, la science nous le dit et on le voit techniquement dans le monde. Les glaciers fondent à une vitesse hallucinante. La pollution, je veux dire, en Chine, là, sont obligés de fermer les zones industrielles pendant des semaines. Les faits ne sont pas des opinions. Non, c'est ça. Fait que là, à un moment donné... On peut avoir une opinion sur les faits. Là, on croit à la science, on y croit pas. Mais là, si on ne croit pas à la science, on s'en remet à Dieu. Puis là, si on s'en remet à Dieu, on revient à une époque qui est, je m'excuse pour ceux qui ont la foi, qui est révolue. Tu sais, je veux dire, là... Mais je crois qu'on est encore dans un monde de croyance. À voir arriver des choses comme ça, on décide de croire en quelque chose en nonobstant tout à fait les faits scientifiques, observables. Mais non, qui parfois même arrivent dans le cours chez vous. Ben oui. Non, c'est complètement... Quand on parle de désertification, quand on parle d'appauvrissement des sols, quand voit, on là, parle de on climat, a des de données, météo, hein, oui. On les observe nous-mêmes. Il va y avoir une grande rafale de vent, toutes les branches des arbres de la ville vont casser, et là, on va dire « Wow, ouais, c'était une bonne rafale. Ouais. Mais cette rafale-là, elle existait peut-être avant, mais là, elle est plus récurrente, elle est plus forte, elle arrive plus souvent. On le voit avec les ouragans, on le voit avec les inondations, on le voit avec toutes ce que la météo nous envoie. Il y a dans mes contacts quelqu'un qui habitait le secteur de Pointe-des-Cascades. Ouais. Et il a dit qu'avec les années, là, au courant des années 2000, il y a eu une recrudescence effarante, là, des tornades et des événements qui se rapprochent d'une tornade, des micro-rafales, etc. Allez voir les photos de l'enneigement dans le Grand Nord, de la grosseur des glaciers, l'évolution, je veux dire, les données sont là. Et là, ils vont rentrer toute la question de oui, mais il y a un mouvement général vers un réchauffement. Oui, mais là, l'humain l'a accéléré. Bon, là, on en dit, tout est son contraire. Non, on est dans une petite terre glaciaire. Bien, ces gens-là, j'aimerais vous inviter à aller continuer de vivre sur la Terre qui est plate dans votre univers. Non, mais tu sais, les Flat Earthers, ceux-là sont si sérieux. Non, mais c'est parce que pour moi, c'est le même combat, là. Je veux dire, de toute façon, c'est impossible que la Terre soit plate. Ça fait longtemps que les chats auraient tout jeté en bas de la Terre. C'est la faute de la franc-maçonnerie. Ouais. Bon. Les théories du complot. Bon, on a du fun. Hausse du taux directeur de la Banque du Canada. Oui. Donc, on sait que depuis plusieurs années, le taux directeur est excessivement bas. Mais là, ça fait 4 ou 5 fois qu'on l'ose depuis un an et demi. Ouch, j'entends crier dehors. Oui, c'est ça. Mais à quelque part, c'est pour limiter l'inflation. C'était inévitable, là. Taux de chômage quasi inexistant, ben, en tout cas dans des bas, des creux historiques. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas été aussi proche du plein emploi. Les exportations vont bien, les entreprises investissent, l'économie roule. Là, ça, c'est le cocktail parfait pour qu'il y ait de l'inflation. La seule manière qu'on peut gérer ça, c'est en augmentant le taux directeur. Oui. Donc, à go, tous vos emprunts vont vous coûter plus cher. Si vous avez des taux ouverts, moi, je prends toujours les taux fixes parce que je l'avais vu venir. Là, votre taux hypothécaire va augmenter. Mais votre épargne pourrait être bonifiée. Ben oui, parce qu'on sait que les comptes épargne, ça, c'est payant. Oui. Et on n'a pas tout à fait une génération montante qui épargne, pas du tout. Beaucoup plus dans une société de dette. Oui. Tu me permettras de sortir un vieux dicton pour faire contre mauvaise fortune bon cœur, je crois, là, qu'il s'agit d'une... Là, je me ferais peut-être pas aimer pour dire ça, mais c'est l'occasion d'une réflexion sur nos habitudes de consommation. Moi, j'ai jamais été quelqu'un qui est fanatique du crédit. Je fais très attention à la manière dont je l'utilise. Mais notre société... c'est presque pas du crédit pour ma part, l'utilisation que j'en fais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que même si tu vas te limiter sur l'utilisation d'une carte de crédit ou d'acheter des affaires en petits versements, il reste qu'il y a des réalités qu'on a créées. Je veux dire, tu peux pas... acheter une maison sans crédit, t'es faite là. Je veux dire, quand est-ce que tu la veux ta maison, Faut que tu ramasses tes 25 cents. Oui, c'est ça. Pas mal toutes tes 25 cents durant plusieurs années. Mais oui, non, il y aurait peut-être une façon de réfléchir à qu'est-ce qu'on consomme et à quel point est-ce que les gens vont s'aligner des années de crédit en disant « Bon, c'est pas grave, le futur, il arrivera ce qui arrivera, puis je vais sûrement être capable de repayer un jour. »
Il n'y a pas juste les milléniaux qui sont bons là-dedans non plus. On casse du sucre sur leur dos. Là, non, mais on voit toutes les générations. L'endettement, il est généralisé. Il y a des ménages endettés beaucoup plus haut que 100%. Puis plus tu as de l'argent, plus tu as des dettes, parce que plus tu as de l'argent, plus on est prêt à t'en payer, à t'en offrir. Moi, j'étais le premier à être surpris. J'ai commencé à avoir un emploi, puis on n'avait jamais voulu me donner d'argent. Puis à go, on m'offre une carte de crédit de 15 000 J'en ai reçu souvent des lettres qui... non, merci. Votre limite de crédit passerait maintenant à beaucoup trop. Non, merci. Non, mais c'est parce que je pense qu'on est gagnant en société à attendre, à accumuler notre argent puis à fonctionner de l'argent réel. Il y a des sociétés qui fonctionnent encore beaucoup avec l'argent comptant. Et dans les sociétés très avancées, des pays qui vont peut-être surprendre certains, mais qui sont des chefs de file mondial de l'économie, l'Allemagne, le Japon, c'est des pays qu'on sait qui sont pas, c'est pas les derniers sur la liste au côté économie ni rien, mais les Allemands conservent beaucoup d'argent sur eux. Les Japonais, à plusieurs endroits, la carte de débit ou de crédit n'est même pas disponible. Ouais. C'est encore ce qu'on appellerait en bon français des cash-driven economies. Donc, les gens gardent encore beaucoup d'espèces sur eux et il y a beaucoup de transactions qui se font à l'aide de Mais ça, c'est un des problèmes qu'on a. L'argent, pour nous, elle n'existe plus. T'sais. On s'envoie ça, on peut se texter. Se texter de l'argent maintenant, des virements facilité dérisoire à condition que celui à qui tu l'envoies sache utiliser le système, que ce ne soit pas la première fois et qu'il soit un peu technologique, ne serait-ce qu'un peu. Mais ça c'est un enjeu important. Là. Il y a un bon dossier à faire sur le crédit, entre autres, parce qu'il y a une réelle incidence, même chez les jeunes. Je veux dire, ils n'ont déjà pas d'argent, puis ils sortent de leur étude endettés par des prêts. Mais en plus, ils sont souvent endettés avec des cartes de crédit parce qu'on ne les a pas appris à consommer, on les a pas appris à gérer leur argent, puis ils sont excessivement sollicités. Par contre, il y a des, comme les Desjardins qui fait des formations à ce sujet-là. C'est une très bonne initiative de leur part. Parce que là, on sent que la bonne vieille vocation de Desjardins ressort un peu. Eux qui ont été très critiqués dans les dernières années pour agir comme une banque. Là, par exemple, il y a de la formation dans les écoles. Il y a des intervenants qui viennent faire des activités, des ateliers sur le crédit, sur le surendettement. Et ça, c'est un bon coup, franchement. Oui, parce que le marketing mondial nous crée énormément de besoins, de choses qu'on n'a pas besoin. On paye pour des affaires souvent inutiles. Là. Et les téléphones cellulaires, mon Dieu, Pierre, c'est hallucinant. Et on le voit peut-être pas assez parce qu'on manque de recul, là, mais depuis plusieurs années, il y a eu l'arrivée des smartphones, des téléphones intelligents de type iPhone ou Android. Et là, on a eu, dans les dernières années, une hausse monumentale des tarifs, ce qu'on appelle les flagships, les produits porte-étendard de la marque, c'est-à-dire le meilleur, le plus gros, le plus récent, le plus rapide. C'est passé les 1 000 $. Et je vois des jeunes, moi, dans les écoles secondaires, avoir ces appareils-là, les flagships, les porte-étendards de marque qui coûtent au-dessus de 1 000 $ à partir de parfois aussitôt que 15 ans, 14, 15 ans. C'est qui a soigné l'argent pour ça? Non, mais il n'y a pas rien que ça. C'est que moi, j'entends déjà des générations plus vieux qui disent « Ouais, mais regardez-les dépenser. Nous, dans mon temps, on n'avait pas de téléphone. » Mais non, ça n'existait pas. Là, fait qu'il faut remettre les choses en perspective aussi. Là, on est en plein milieu d'ailleurs d'une enquête sur les pratiques des télécommunications avec le CRTC. Et ma foi, là, ils font tout pour montrer aux clients que oui, tu peux, prends-les, oui, ça va te coûter tant sur tant. Il n'y a pas beaucoup de constructeurs ou de fournisseurs de services qui sont transparents avec ça. Il y a chez Kudo Mobile où on tente plus de démystifier. Là, on te charge ça pour l'appareil, ton service, c'est ça. Mais il y a du monde qui se font, en bon français, des ballons avec leur téléphone cellulaire. Merci beaucoup, Jean-René. C'était tout pour nous. C'était super agréable. J'espère que ça vous a amené à réfléchir ou à débattre ou à être en mot à dire après nous autres. Peu importe. Merci d'avoir été là. Vous avez le droit. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine. Bonne semaine.